On a commencé à implémenter 2-3 concepts de la finance de marché. Tu sais, le fameux stop loss, par exemple, des hedge funds. Et on s'est dit, il n'y a rien de plus ni de moins que ce qu'on fait nous, quoi. Et donc, on a commencé à réfléchir à ça. Donc, on a des fonds relativement asymétriques avec beaucoup de follow-on pour être en capacité de déployer massivement quand on voit des signaux de décollage. Et les signaux de décollage, c'est pas... Tiens, Pauline s'est dit que... Il faut lutter contre l'humain aussi. Non, mais je sais. Alors justement, quels outils vous avez mis en place ? Comme on fait du B2B, il y a des critères extrêmement quantitatifs. C'est pas Facebook, c'est pas de l'audience. Ouais. Donc, en B2B, il y a des clients, il y a des contrats. Bienvenue sur FinScale, l'émission qui vous plonge au cœur de la transformation de la finance. Solène Niederkorn et ses invités explorent chaque semaine les initiatives qui façonnent l'avenir de l'industrie. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour à tous et bienvenue sur un épisode de FinScale avec Pauline Roux d'Elaya, qui est Managing Partner d'Elaya et qui vient nous parler d'Elaya. C'est mieux. Écoute, ravie de t'avoir. Ça faisait longtemps que je voulais t'avoir sur le podcast. Je suis ravie que Nicolas Sellier nous ait très gentiment mis en relation, Merci en contact. Et j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton passé avant Elaya, parce que tu as fait plein de choses, avant de rejoindre le fonds et la particularité de ce fonds qui ne ressemble pas aux autres. Bon, ça démarre fort. Merci de m'inviter. Elaya, c'est, je pense, un des leaders pan-européens de l'investissement dans la tech. Ouais. On a 20 ans d'expérience, ce qui nous met un petit peu dans la case des dinos, dans le VC. Et avant ça, je faisais déjà de la tech, mais plutôt sur des métiers financiers. On en parlait tout à l'heure, en investment banking, à la fois en M&A, en equity research. Ok. Et alors, qu'est-ce qui t'a fait basculer dans le VC, qui à l'époque, parce que ça fait longtemps que tu es chez Elaya, n'avait pas le vent en poupe comme maintenant? C'était un peu une niche du private equity. Ouais, c'est vrai que c'était une classe d'actifs qui n'était pas encore très répandue, beaucoup moins qu'aux États-Unis en tout cas. Quand j'ai commencé à faire de la tech dans la finance, tu sais, c'était la tech entre guillemets des années 90, non, c'était un peu près quand même. Mais c'était le début des médias en ligne, le début du e-commerce. Et en fait, tu avais ce monde du physique qui assez vite a joint le monde du digital. Il y a des sociétés qui ont maturé, ça a pris un peu de temps. Et après, j'ai fait des deals de M&A d'une certaine taille. Et puis, je me suis dit... C'est hyper sympa d'arriver au moment de la matérialisation patrimoniale pour l'entrepreneur, parce que c'est un moment joyeux. C'est aussi l'adrénaline du deal-making. Et il y avait un peu de début de frustration sur tiens, finalement, ces projets-là, j'aurais aimé les accompagner plus tôt, voir les différentes étapes, les enjeux, les challenges. Et il se trouve que les routes se sont croisées un peu par hasard à l'époque avec Elaya. Et je pense que ce qui a fait la différence, c'est que Elaya venait de faire l'IPO au Nasdaq de Criteo quelques mois auparavant, et quand on discute et qu'on échange de façon assez informelle, Xavier Lazarus, qui est le fondateur, me demande, il me dit où est-ce que tu penses que les VC sont bons et où est-ce que tu penses qu'ils sont pas bons? Et je dis, vous êtes très bons pour sélectionner des boîtes, comprendre des nouvelles tendances d'innovation. Et en plaisantant, je dis, et alors qu'est-ce que vous êtes pas bons sur les sorties? Il me dit, quand même, on vient de faire une IPO au Nasdaq, c'est quand même pas mal, à 2 milliards. Il y en a pas beaucoup. Et voilà, et je lui disais, en fait, pour moi, c'est encore un métier de la finance qui est un petit peu trop un gambling play. Et je lui dis, le monde de la finance, entre guillemets, un peu plus traditionnel, il réfléchit différemment. Et voilà, je pense que ça a été le début de l'histoire. Et il s'est dit, tiens, c'est vrai que le point de sortie, c'est pas inintéressant. Et alors, lui avait fondé Elaya. Alors, tu me disais avant qu'on enregistre qu'Elaya a justement un edge un petit peu particulier, puisqu'il a été fondé par Xavier, qui a un PhD en maths. En mathématiques. En mathématiques. Absolument. Et donc, ça donne le ton tout de suite. Oui, je pense que c'est une autre des particularités de la maison, c'est qu'en effet, il y a cet ADN très scientifique qu'on retrouve dans différentes étapes de vie d'Elaya, dans la façon dont on opère, dont on fonctionne, dans le fait qu'on se soit positionné sur la deep tech très très tôt. C'est un mot qu'on entend beaucoup et qu'on voit partout dans la presse aujourd'hui. Mais nous, on démarre une initiative et des gammes de fonds en 2016. On nous prenait pour des azimutés à l'époque. On est très proche de la recherche. Justement, là, est-ce que tu peux faire petite pause là-dessus sur la recherche? Ouais. Donc en effet, Xavier est aujourd'hui au bord de l'ENS. Historiquement, était assez proche de différents centres. Normal Sup, pour les non-français. Pardon, Normal Sup. Et historiquement, on a toujours été proche des labos, des instituts, des académiques. On travaillait aussi pas mal sur, à l'époque, et ça s'appelle encore d'ailleurs, sur les SAT, les centres qui s'occupaient des transferts technologiques. Et avec ce constat qu'il y avait évidemment un pool de sciences extraordinaire en France, des gens extrêmement de grande qualité, mais il fallait amener ce monde-là vers l'entrepreneuriat.
Ce qui n'est pas forcément simple, parce qu'un chercheur, quand on lui parle business, il y a un côté, c'est moins noble, ça devient presque sale, en fait, de faire de l'argent. C'est très français, ça. Ouais. Et donc, on s'est dit, malgré tout, il faut qu'on valorise ça. Et donc, on a monté des partenariats avec des labos en disant, voilà, vous allez avoir des organisations, vous allez acculturer ces gens, les acculturer aux capitaux privés, leur expliquer c'est quoi une entreprise, comment est-ce qu'on fait du lucratif à partir de la science, et que tout ça, à la fin, c'est bien. Et nous, on va les accompagner avec du financement très early stage, donc aussi avec des fonds qui ressemblaient pas initialement complètement à des fonds de venture, parce que c'est des tout petits tickets, c'est des prises de risques différentes. Tu m'as dit qu'on pouvait jargonner en finance, alors je vais le faire. c'est des loss ratios qui sont pas pareils, donc c'est des modèles de fonds un peu différents. Et on a réussi à faire ça. Aujourd'hui, on a un consortium d'une 40aine d'universités et de labos en Europe avec qui on travaille étroitement. Et comment les liens étaient... Xavier avait déjà ces liens-là? Comment vous avez initié ces liens? La première marche, on l'a faite avec PSL, Paris Sciences et Lettres, qui est déjà à lui seul un consortium d'universités et de centres de recherche du centre de Paris. Et là-dedans, tu as Pierre et Marie Curie et une vingtaine d'autres sur des sujets à la fois digitaux, à la fois de santé, à la fois d'industrie. Donc, ce qui était intéressant aussi pour nous, c'est qu'on commençait à toucher au multitech et pas uniquement au software. Et puis après, ensuite, on a fait une gamme de fonds additionnelle avec l'INRIA, qui est un autre des grands pourvoyeurs de sociétés de soft tech. Et ensuite, Génération 3, on l'a étendu en Europe avec des partenariats au UK, en Espagne, en Allemagne, le Barcelona Supercomputing Center, la Max Planck Foundation. Voilà. Et aujourd'hui, je pense qu'on est assez fédérateur sur ces sujets-là. Et c'est pour ça que vous avez en portefeuille, alors vous avez plein de boîtes, tu parlais de Criteo, il y a aussi Miracle, il y a Shift, il y a aussi Alice et Bob. Tu peux en parler un tout petit peu, Alice et Bob? Et justement, je pensais à ça parce que c'est à l'origine, ça a émergé à l'INRIA. Absolument. Et Alice et Bob, aujourd'hui, est accompagné par nos fonds de Deep Tech. Voilà. Et pourquoi on a dissocié les sujets? Parce que historiquement, c'était plutôt ma gamme de fonds qui couvre tout le venture tech qui faisait ça aussi. Et on s'est dit, on a des sociétés qui n'ont pas besoin exactement du même support. Il y a du multitech. Et donc, on a complètement spin-offé l'initiative. Et tu vois, Alice et Bob, par exemple, c'est très intéressant parce que... Tu peux peut-être rappeler ce qu'ils font? Alors, Alice et Bob... J'en avais parlé avec Charles Becbédé sur un épisode sur le Space Tech. Alice et Bob, c'est une société dans le quantum computing et comme tu le sais, c'est des sujets d'innovation qui sont extrêmement complexes. Là, on est vraiment au cœur de la science et de la recherche. Et quand un fonds de venture, normalement, on regarde une société comme ça, la difficulté à se positionner, c'est de dire, en fait, je suis dans un play de propriété intellectuelle. Parce que le classico-classique du je lève de l'amorçage, je commence à faire un peu de business à la série A, et puis à la B, je scale, et ainsi de suite, c'est pas les trajectoires forcément classiques des sociétés de deep tech qui peuvent avoir à lever plusieurs tours sans avoir de validation commerciale. Et c'est d'ailleurs toute la problématique d'aller massivement sur ces sujets-là, c'est s'il faut 30 à 50 millions avant de savoir si le truc marche. Si la réponse est non, la facture est douloureuse. Et Alice et Bob, du coup, sur un fonds de deep tech qui a un portfolio management un peu différent, fonctionne parce qu'on est capable de prendre des plays d'IP et va savoir peut-être que la boîte trouvera une exit avant même d'avoir une validation commerciale majeure. Mais t'es sur d'autres sujets, en effet. Si on regarde le portefeuille, tout fonds confondu, est-ce que tu as une idée, j'imagine que oui, des différentes verticales que vous couvrez? Donc tu parlais de la deep tech, qui représente à peu près combien? Alors, on va avoir à peu près les mêmes mots-clés dans chacune des gammes de fonds. Par contre, on va les traiter à des stades différents et on va amener du support aussi d'une nature un peu distincte. En deep tech, ils font du pré-amorçage et de l'amorçage. C'est vraiment le premier investisseur institutionnel et de près ou de loin, il y a un PhD ou c'est rattaché à un labo. Dans mes fonds à moi, tu vas retrouver les mêmes mots-clés. On fait du Future of Computing et du Future of Life Science et de la Sustainability et de l'industrie. Par contre, on va le faire beaucoup plus sur des modèles software et on va peut-être être un petit peu moins flexible sur de la hard tech, même si par ailleurs on est en train d'ouvrir un peu nos chakras parce que... J'adore cette expression. Non mais, je sais, ça fait un peu boomer. Tu trouves? Et oui, parce que l'innovation dans ces sujets-là, ça peut pas être véritablement que du soft. Et nous, notre critère, ça va évidemment être la qualité de la science,
mais qu'on va pondérer un petit peu moins. Et nous, on appelle ça en interne la commercial readiness. C'est-à-dire qu'on intervient à un moment où il faut que les sociétés, elles décollent vite. Parce qu'on intervient à l'étape entre l'amorçage et la série B, quoi, globalement, quand on rentre, où il faut qu'on amène des catégories leaders. Il faut qu'on arrive à sortir des miracles, des shifts. Et après, derrière, tu as les fonds de growth qui arrivent quand là, il y a déjà des business très établis. Donc l'ADN d'Elaïa, c'est toujours un peu les mêmes keywords. Par contre, on les prend à différents stades de leur vie, on leur amène des choses différentes. Alors, il y a un des sujets que j'aimerais que tu creuses, dans la mesure où on peut vraiment être technique, c'est la gestion des portefeuilles. Oui. C'est un sujet qui me tient à cœur. J'aime bien faire des épisodes un petit peu plus techniques comme cela. Est-ce que tu pourrais nous expliquer concrètement comment vous avez mis en place comment ça s'organise en interne et comment est-ce que vous monitorez ces portefeuilles? Gestion de portefeuille, on l'a expérimenté à la suite des résultats du premier fonds, dans lequel on fait une très très bonne perf. Mais comme tous les premiers fonds, on fait aussi quelques erreurs. Et on s'est dit, tiens, si on regarde ce fonds avec un œil un peu critique, il y a une super boîte, c'est Criteo. C'est un fund returner exceptionnel. Mais qu'est-ce qu'on a fait de moins bien? Et ce qu'on avait fait de moins bien, c'est la classique du VC, c'est de mettre trop d'argent sur des boîtes moyennes. Et on s'est dit, OK, les 7-8 millions qui ont été finalement mal alloués dans celle-ci, celle-là, qui à la fin ont fait des sorties pas extraordinaires, il se passe quoi si on la met sur Criteo? Alors, je te dis pas, là, tu te fais mal quand tu vois le chiffre qui sort. Tu dis, bon, allez, on ferme l'Excel. Mais plus sérieusement, et sans être meilleur avec le journal du lendemain, parce que sinon, c'est trop facile. On se dit, OK, qu'est-ce qu'on fait pour éviter ça dans les fonds ultérieurs? Donc, en effet, la sélection des sociétés en portefeuille, c'est clé, parce que si tu n'as pas la bonne matière première, tu peux toujours y aller, ça ne marchera pas. En revanche, on s'est rendu compte que l'allocation du cash et des réserves, en proportion du primo-investissement, c'était important et ça se dosait pas forcément de la même façon selon les fonds et quel process et quelle logique tu mets en place pour les déployer. Quand je pitch les fonds, quand on fundraise, je dis globalement, notre objectif c'est de mettre à peu près les 2/3 du cash sur le meilleur tiers des sociétés. Quand j'ai dit ça, les gens souvent me regardent en disant quelle évidence navrante. Et je leur dis, ouais, d'accord, sauf que dans la vraie vie, c'est hyper dur à faire. Et donc, comment tu calibres tes primo-investissements? Quel type de risque tu prends? Comment tu panaches tes profils de société? Et derrière, quel type d'orthodoxie tu as dans le redéploiement. Et là, on a commencé à implémenter 2-3 concepts de la finance de marché. Tu sais, le fameux stop-loss, par exemple, des hedge funds. Et on s'est dit, il n'y a rien de plus ni de moins que ce qu'on fait nous, quoi. Et donc, on a commencé à réfléchir à ça. Donc, on a des fonds relativement asymétriques avec beaucoup de follow-on pour être en capacité de déployer massivement quand on voit des signaux de décollage. Et les signaux de décollage, c'est pas... Tiens, Pauline s'est dit que... Ouais, mais ça, il faut lutter contre l'humain aussi. Non, mais je sais. Alors justement, quels outils vous avez mis en place? Comme on fait du B2B, il y a des critères extrêmement quantitatifs. C'est pas Facebook, c'est pas de l'audience. Donc, en B2B, il y a des clients, il y a des contrats. Il y a ça. Il y a la qualité des humains, en dehors même des fondateurs, c'est-à-dire... Quand tu vois des gens qui sont à des postes X, Y, Z d'excellent niveau, qui rejoignent des projets très tôt, tu dis ça, c'est un validant. Enfin, c'est validant. Oui, quand tu as des fonds Tier 1 US qui très viennent stock piquer dans tes portefeuilles et que, je sais pas, Axel, Index ou autres te disent, tiens, celle-là, tu peux m'en parler, ça m'intéresse. Idem, en général, ils choisissent plutôt les bons chevaux. Et donc, on a un certain nombre de critères qu'on suit de façon trimestrielle et qu'on rate et qui, tant que c'est pas tout vert, ou quasiment tout vert, on considère que c'est pas encore le moment, voire peut-être jamais le moment de déployer. Et quand ça devient rouge, orange foncé, rouge, voilà, là par contre on dit ok, on est au dernier financement. Et par contre, ce qu'on peut pas faire, c'est évidemment on peut pas arrêter tout de suite. Souvent, et parce qu'on a de l'IP, on arrive à valoriser cette IP en vendant des boîtes assez tôt. Parce que y a des acquis ailleurs à faire, il y a de la technologie à récupérer. Et c'est une des raisons pour lesquelles on essaye de faire de la tech qu'on appelle très intensive. C'est que même quand ça marche pas, on a plein d'exemples où on a gagné de l'argent. Ouais.
Et les outils que vous avez développés en interne, comment est-ce que vous collectez par exemple la data? Quels outils vous permettent de monitorer tout ça? Alors, les outils, il y a beaucoup de... Alors oui, il y a de l'automatisation, il y a des appels aux bases, mais globalement, les modèles qu'on a montés, donc ils sont basés sur des modèles mathématiques de Monte-Carlo, ils nous servent à designer les fonds, à les déployer et puis aussi à en prédire la performance. Parce que le VC, c'est un métier de temps long et on ne peut pas dire à nos clients en année 7 du fonds qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Et qu'est-ce qu'on fait concrètement? On a comme un jeu de cartes. Et donc, quand une société elle rentre en portefeuille, elle ressemble à une carte avec derrière des optionnalités de vie. Et ça, ces cartes-là, on les construit à la fois sur la base de c'est quoi un seed standard dans le marché en 2024. Donc, t'imagines bien que la carte de 2019, c'est pas la même carte de 2021 et pas encore la même carte aujourd'hui. Et derrière, tu crées en fait un arbre d'optionnalité sur lequel tu peux tirer des milliers de scénarios et des simules. Et quand tu mets le modèle sous contrainte en disant « moi, je veux pas faire des fonds à base de home run » parce que ça, c'est un jeu qui est marrant, mais difficile à répéter, ou en tout cas avec du risque de répétabilité, et que je veux sortir minimum 3 ou 4x de perf sans forcément avoir une sélection exceptionnelle. Quelle est la meilleure combinaison d'ingrédients pour que la probabilité que ça arrive soit vraie? Et donc voilà, donc on design les fonds comme ça. C'est le même outil qu'on utilise sur les fonds de deep tech, mais c'est pas les mêmes hypothèses et ça sort pas les mêmes types de portefeuilles qu'en venture, qu'en growth. Et après, on s'en sert au fur et à mesure en déploiement, parce que chaque événement de vie qui à un moment se passe devient un événement de vie certain. Tes probabilités statistiques se font sur le restant à vivre. Top, c'est hyper intéressant. Alors, on adore. Il y a un des points dont tu as parlé, il y a plein de sujets que j'ai envie de creuser encore avec toi. Il y en a un que tu n'as pas encore mentionné, c'est le rapprochement avec Lazare. Oui. Est-ce que tu pourrais nous en parler plus en détail, nous expliquer ce qui a provoqué, ce qui a motivé, quelle est la finalité de ce rapprochement? C'est vraiment la rencontre en fait d'une initiative que nous on voulait mener en interne et eux d'une démarche qui en fait se sont rencontrés. Lazare Asset Management, donc pas la partie advisory mais la partie gestion d'actifs, est évidemment très connu et très réputé, mais essentiellement sur la classe d'actifs cotés et sur la dette. Et donc il n'y avait pas de private equity, mais avec la volonté d'y aller. De façon assez naturelle pour eux, la classe d'actifs au sein du PI, c'était le growth et le late stage, venant de ce qu'ils avaient déjà dans la maison. Et nous, on est les gars de l'early stage. Et donc dans le continuum de financement, en effet, il y avait cette réflexion depuis longtemps de dire on s'arrête à la B, il faut qu'on fasse C onwards jusqu'à l'IPO. Et dans les discussions, ce qu'on a aimé aussi, c'était le côté... ils faisaient pas déjà ça, et donc on n'était pas en train de marier des maisons qui avaient tu vois, des activités communes où tu as toujours le risque qu'il y en ait un qui dise moi je sais mieux, voilà. Donc on a vraiment coécrit ce truc-là. Et donc, en effet, il y a ce partenariat avec Lazare sur cette initiative de late stage, avec une nouvelle équipe qui est montée. Donc, c'est pas des gens aussi ni de chez eux, ni de chez nous qu'on a repackagé pour mettre sur du growth. On est vraiment allé chercher des super profils en Europe. Xavier, en tant que CEO historique d'Elia, s'occupe de l'initiative. Et donc, maintenant... Pour Lazare, il y a du produit de private equity. Et pour nous, il y a un continuum de financement dans la tech en Europe qui est complet. Donc, on peut aller voir un entrepreneur, et ça, c'est super puissant pour le coup. On peut aller voir un entrepreneur et lui dire, écoute, quelle que soit ton étape, en fait, on a un truc pour toi. Hyper intéressant. Alors, si on bascule maintenant plus sur parce que tu fais plein de choses. Il y a Elia, mais il y a aussi France Invest et Invest Europe. Ouais. J'aurais aimé un petit peu qu'on s'attarde. Alors, c'est pas l'innovation pure, mais ça nous permet d'avoir une vision plus macro de ce qui se passe en Europe. J'avais pu creuser ça avec la BEI et le FEI. J'avais reçu différentes personnes, mais j'aime bien retourner dessus. Est-ce que tu peux nous donner un aperçu du financement de l'innovation en Europe aujourd'hui? Où est-ce qu'on en est? Et quels sont les différents freins qui empêchent véritablement l'Europe de créer de véritables boîtes tech qui puissent concurrencer les boîtes américaines? Alors, je trouve qu'en l'occurrence, c'est le cas. On a des boîtes de tech en Europe qui concurrencent. Oui. Je pense qu'il faut quand même reconnaître qu'il y a eu plein de belles choses qui ont été faites.
en France et dans d'autres initiatives nationales en Europe, souvent difficilement harmonisées et at scale, mais tu vois, le travail qu'a fait la BPI dans les années 2010 sur le financement de l'amorçage, de l'innovation, il y a eu d'autres initiatives similaires dans plein d'autres pays, KfW en Allemagne, en Espagne, il y a plein de gens qui sont actifs aussi. Donc ça permet d'amorcer les choses au travers essentiellement des fonds. Et après, il y a tous les financements non dilutifs qui peuvent être à la fois nationaux ou à la fois européens, où là, je pense qu'il y a encore des choses à faire qui sont pas tant autour des masses d'argent mobilisables, parce qu'il y a beaucoup d'argent que tu peux mobiliser. Aujourd'hui, tu es une société de climate, je veux dire, tu as 157 programmes de l'Europe pour aller chercher du financement non dilutif. Oui, alors c'est sur certaines verticales, hein. On est d'accord. Voilà. Donc il y a des verticales qu'on ne sait pas encore extrêmement bien adresser. Et surtout, pour moi, c'est les délais dans lesquels tu peux mobiliser cet argent et les process associés qui sont juste pas compatibles avec des startups. Oui. On a eu ces discussions-là avec différentes sociétés côté climate ou industrie qu'on a dans les portefeuilles. Et quand ces sociétés-là, elles sont sur le point d'avoir un tour qui commence à se ficeler et que tu veux avoir, entre guillemets, le top-up côté européen, t'as des process qui sont sur 6 mois et plus. Oui. Et tu dis, bah non, en fait, ça ne matche pas, quoi. Oui. Donc, il y a encore du workflow qui est pas fluide, un manque d'harmonisation, mais ça va quand même dans le bon sens. Et au niveau des boîtes, enfin des fonds eux-mêmes, il y a beaucoup de choses. Enfin, moi, j'ai eu des VC américains, des VC européens, etc. Sur certains VC américains, tu as vraiment en interne une artillerie lourde qui se met en place pour accompagner les boîtes. C'est presque du VC studio, du startup studio, pardon, au sein du VC. Au sens avec des gens operating. Ouais, des gens vraiment operating. On voit des initiatives qui se mettent en place aussi en Europe, mais avec un petit peu de délai. Est-ce que tu penses, toi, que ça s'accélère, et le fait que justement il y ait de plus en plus d'initiatives en Europe, je pense à Data Driven VC, que tu connais probablement, des initiatives comme celle-là qui pop-up en Europe, est-ce que ça facilite, et où est-ce qu'on en est par rapport à nos concurrents américains? Alors, la réalité, c'est que... J'ai peut-être une vision complètement déformée des choses. Pas du tout. La complexité qu'on a, tu vois, Elaya, c'est un GP qui gère à peu près $1 milliard, et on commence juste à être à la taille où on peut absorber des gens dans l'équipe chez nous sur ce type de fonction. Et tu vois que le landscape du venture en Europe, il y a beaucoup de maisons qui sont beaucoup plus petites que ça, et juste, tout simplement, tu n'as pas les moyens, en fait, d'avoir des gens qui ne sont pas des fundraisers, des dealmakers. L'autre sujet, c'est que il faut être clair sur ce que tu amènes en termes de valeur ajoutée, parce que le modèle operating, il fonctionne très bien at scale. Donc les Américains l'ont fait. Je ne sais pas combien il y a de personnes dédiées chez Index et chez A16Z sur ces sujets-là. Mais quand, dans un landscape plus local, ça a été testé, c'était plutôt sur quelques fonctions. Et globalement, prenons l'exemple de marketing. Prenons l'exemple people. Le feedback des boîtes et des founders, c'est de dire, OK, la promesse, elle est extraordinaire, la réalité est un peu différente, parce que super, on t'envoie, tu dois recruter un VP of Sales, on t'envoie 10 profils, OK, t'as gagné du temps sur ton scrapping LinkedIn, et on te fait des recos et des mises en relation. Sauf que, ce qui est un petit peu dérangeant, c'est que du coup, le VC, et pourtant c'est pas son rôle, il devient un petit peu acting et operating de fait. Si ton VP of Sales, 3 boards après, il fait pas l'affaire et qu'il faut le virer alors que c'est le VC qui l'a amené, tu rentres dans une... mais c'est ça. Tu rentres dans une espèce de, finalement, de value added qui, à la fin, peut peut-être se retourner contre toi. Et donc, l'orchestration de ces fonctions peut être mise en cause. Nous, pour l'instant, on a toujours été extrêmement sceptiques sur la réalité de la valeur ajoutée. Et ce qu'on cherche à faire quand on lui dit, tu vois, c'est quoi la Unique Selling Proposition d'Elaya, la USP? Elle est toujours très compliquée, cette question, parce qu'il y a plein de gens qui disent, nous, on a monté un super programme d'operating, machin. Et en fait, on dit, mais on peut avoir finalement le même objectif et le même résultat, mais simplement en passant du temps sur les bons sujets. En fait, souvent, on dit, on est juste impactful au bon moment. C'est tout. Donc l'operating at scale, je pense que 1, il faut une taille minimum, et 2, il faut faire attention sur quel sujet on intervient.
En Europe, il y a vachement de syndication en club deal. Tu as la mise en place de plateformes comme Roundtable, je salue Evan qui nous écoute probablement, ou Carta qui a racheté Vauban. Comment est-ce que ça redessine d'une certaine manière le venture et l'accès justement à ces boîtes innovantes et le business model des fonds eux-mêmes? Est-ce que c'est complémentaire? Est-ce que c'est complémentaire? En fait, on l'a toujours un peu fait, mais on l'a fait un petit peu dans un format haute couture et pas très orchestré. Parce que ce qui plaît aux uns, évidemment, plaît pas aux autres. Et parce que, en fait, notre vision des choses, c'est que soit tu vas sur ce type de format, et en effet, faut le voir comme un pourvoyeur de deal flow et une capacité de syndication avec de l'administratif poolé, tout un paquet de choses qui déchargent, en fait. Soit tu le fais avec des gens comme nous, et on a de plus en plus de LP qui soient instit, family office ou personnes privées, qui nous disent « Moi, je veux faire du co-invest avec vous ». Et là, ce qu'on leur répond, c'est oui, on en a fait dans tous les fonds et en général, on vous envoie plutôt les bonnes balles. Par contre, on peut rien vous promettre parce qu'à la fin, c'est l'entrepreneur qui décide. Donc, on le fait encore dans un format très custom. Et les gens qui veulent des choses beaucoup plus orchestrées et systématisées, entre guillemets, on dit pour l'instant, c'est pas chez nous. Tu vois, les gens qui montent des SPV préorganisés de sorte que quand il y a une opportunité, tac, j'ai juste envoyé un mail à toute la base pour dire tiens, ma super licorne lève X centaines de millions, merci de me donner votre commitment d'ici mardi soir, 18h, end of business day. Ouais, bon. Ça n'a pas encore fait ses preuves. Ça fonctionne. Après, on se dit, est-ce que c'est, finalement, l'entrepreneur, c'est quand même lui qui est à la manœuvre. Ouais. Et certes, ces gens-là sont poulés dans des SPV, c'est transparent et autres, mais c'est quand même aussi un peu à lui de choisir sa cap table. Ouais. Quoi. Tout à fait. Alors, il y a un autre sujet qui m'intéresse aussi à nouveau au niveau européen, donc avec ta casquette Invest Europe, c'est la structuration au travers de véhicules un peu hybrides. On parlait tout à l'heure des fonds crossover, des fonds evergreen. Est-ce que c'est assez classique? Moi, j'en vois très peu. Non, c'est pas encore répandu en Europe. Les evergreens, c'était très mal accepté en Europe. Il y a des grands LP institutionnels qui ne veulent juste pas en entendre parler. Et tu peux nous dire pourquoi? Il y a la problématique de la liquidité, il y a la problématique du conflit d'intérêts qui sont en effet compliqués à traiter. Il y a pas mal de fonds aussi qui se placent dans des programmes où il y a du retail et est-ce que tout ça c'est bien compatible? Donc c'est pas simple. Et par contre, je pense que le crossover va arriver plus vite en Europe. Qu'est-ce qui te laisse penser ça? Parce qu'avec toutes les initiatives qu'il y a eu dans le late stage, de façon assez naturelle, à un moment, ça va déborder, quoi. Ouais. Et tant mieux. Ouais. Alors, je reviens un petit peu en arrière au niveau des scale-up. J'entends parler d'initiatives et je connais d'ailleurs pas mal de personnes au FEI qui m'en parlent sur des véhicules qui sont mis en place pour soutenir le growth stage qui était un petit peu lacunaire. Qu'est-ce qui manque réellement à l'Europe pour être capable de construire des vraiment beaucoup de scale-up? Puisque tu expliquais qu'il n'y avait pas vraiment de problème de capital. C'est quoi le main pain point? Il y en a moins parce que, et notamment en France et dans d'autres initiatives en France, donc il y a eu les programmes Tibi, version 1 et maintenant version 2, qui ont vocation à soutenir les initiatives de grands fonds sur des sujets de late stage. Il y a Scale Up Europe. Il faut d'une part des maisons qui se lancent là-dedans, et on est les premiers à reconnaître que lever des fonds de 600 millions ou de 700 millions, c'est pas pareil que de lever des fonds de 200, de façon très pragmatique. Il faut un deal flow qui soit suffisamment abondant, et donc par nature très pan-européen. Et j'ai dû dire ça par le passé déjà, mais je le redis. On est une terre d'innovation en Europe qui est une vraie terre de B2B. Aux US, ça joue en B2B, en B2C. On n'est pas bon en B2C en Europe. Ok, on a 3 exemples dans le gaming, vente privée. Mais pays par pays, quoi. Pays par pays. Et donc ça ne devient pas des gros acteurs. Qu'est-ce que tu as en tête à part Spotify, Rovio comme énorme succès B2C européen? Il n'y a pas grand-chose.
Donc, par nature, déjà, ça limite, ou en tout cas, ça contraint le paysage de deal flow. Et puis, la vérité, c'est aussi que les sociétés, à un moment, elles partent outre-Atlantique, mais pas que pour lever des fonds, pour développer leur business. Ouais. Et donc, un play pan-européen, ça a toujours été beaucoup plus difficile à exécuter pour une société que d'aller valoriser une tech aux États-Unis. 10 fois plus cher. 10 fois plus cher en sortie, mais même avant ça, 10 fois plus rapide en exécution. Ouais. Tu prends n'importe quelle boîte d'enterprise software qui, globalement, a fait la France en général, derrière fait le UK, se plante, fait l'Allemagne, se plante et va aux États-Unis, et ils reviennent et ils disent tu vois, le premier contrat à Paris, c'était 100 000 € à l'année. Là, on a signé 1 million en 3 semaines. Ouais, c'est pas la même échelle. Voilà, c'est pas la même échelle. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de terrain de jeu, et voilà, mais il faut booster un peu les boîtes à faire du build-up. Ok, alors on peut encore s'arrêter si tu as encore un peu de temps, sur France Invest. J'aimerais que tu nous expliques le rôle de France Invest, quelle est l'étendue de cette mission, et un sujet en particulier qui concerne l'inclusion dans l'investissement, qui est un sujet qui me tient à cœur. Mais déjà, si on s'arrête 2 minutes sur cette mission. Ouais. Alors, France Invest, c'est anciennement l'AFIC, pour ceux qui vont écouter le podcast. C'est tout simplement l'association des professionnels des métiers du private, enfin du capital et investissement, qui a une équipe de permanents, qui a vocation à différentes choses. Faire du lobby sur la classe d'actifs, partager entre membres les meilleures pratiques de place, avoir des actions concrètes sur les évolutions réglementaires, légales, et puis qui derrière travaille un certain nombre de sujets sur différentes commissions. Je vais dire une bêtise, donc ils me tireront les oreilles, mais il doit y avoir 25 ou 30 commissions actives chez France Invest. Ça va de l'ESG à la conformité, à la diversité, je vais en oublier pas un. J'anime celle de Venture and Growth avec Julien David Nitlej d'Iris. Et l'idée, c'est vraiment de discuter, que les gens aient une opportunité de rencontre, et derrière aussi d'avoir des discussions un peu moins fun, mais utiles à la profession sur le cadre fiscal, les environnements réglementaires, ainsi de suite, la loi industrie verte, voilà. Et sur les sujets justement de diversité et d'inclusion, quelles sont vos conclusions et quelles sont vos pistes d'amélioration? Les conclusions et les chiffres. Il y a forcément des pistes d'amélioration. Les conclusions et les chiffres, ils sont un peu tristounes. Et ce que j'ai bien aimé dans une des initiatives qu'ils ont montées il y a 2 ans, qui est la charte de la diversité. Donc j'ai fait du cold calling pour appeler mes confrères JP en disant il faut signer ce truc-là, les gars. Il y a eu ça, et une autre que je trouve intéressante qui est sur le partage de la valeur. Sur la partie diversité, en gros, on a dit on ne peut pas commencer que par les sociétés du portefeuille, il faut d'abord se regarder dans un miroir. Donc il faut que le métier du capital investissement se féminise. Bon, je ne te cache pas que chez Ilaya, on est gender half-half depuis très longtemps et à tous les niveaux de la boîte, donc on ne s'est pas senti très en retard sur le sujet. Mais il y a vraiment des équipes où c'est assez dramatique. Et donc on a dit, voilà, il faut que les gens prennent des engagements avec des dates d'atteinte minimum. Et au niveau des équipes de gestion, parce qu'en fait, il y a une... Oui. il y a le front, il y a le back, je sais où tu vas m'emmener. et de dire, il faut féminiser front-back, au board, dans les instances de management, et ainsi de suite. J'ai été surprise de la réponse de certains, et voire un peu choquée. Mais on a plus d'une... De quel ordre ? Des gens qui disent, jamais de la vie, ça arrive. Pourquoi ? Ça a été ma réponse. Pourquoi ? Les gens... le bloquant, enfin, qu'est-ce qui est bloquant ? Certains se cachent un peu derrière le fait de dire il n'y a pas de talent pool. Je pense que c'est pas complètement vrai. Et oui, il y a des engagements maintenant qui ont été pris par plus d'une centaine de maisons de gestion sur la féminisation à minima de la profession. Et souvent, moi, j'insiste en disant la diversité, c'est pas que le genre, quoi.
Non. On focus beaucoup là-dessus, mais il y a le background académique, il y a les expériences professionnelles, plein d'autres choses. Et voilà, faut élargir aussi à ça, tu vois. Et souvent, en interne, on dit, voilà, on est gender balance, mais on a aussi 10 nationalités, des gens de background divers. Faut traiter tous les sujets en même temps. Merci Pauline, c'était hyper intéressant. Génial. Merci d'avoir pris Super le temps. Moment. Est-ce que tu pourrais nous recommander un ouvrage avant qu'on se quitte ? Alors je vais le recommander suite à la recommandation de quelqu'un que j'admire beaucoup, qui est Anne Bouvreau, qui est board member chez Elaya et que tu as dû voir partout au moment de l'AI Action Summit qu'elle a organisé. Alors, je suis pas très livre, tu sais, un peu type coaching, ce genre de choses, parce que souvent je me dis bon. Et celui-là m'a plu. Ça s'appelle Act Like a Leader et Think Like a Leader, d'une économiste mexicaine qui s'appelle Herminia Ibarra. Et ce que j'ai bien aimé dans ce bouquin, c'est que justement, c'est pas de la théorisation de comment tu dois agir. Une grande partie de ce qu'elle dit, c'est en fait, faites, puis vous réfléchirez après. J'aime bien le concept. C'est un peu mon concept. Bon, il n'y a pas que ça. Il y a des trucs un petit peu plus intelligents, mais ouais, je pense que celui-là, il est à lire. Eh ben, merci Pauline, c'était un top épisode. Merci Solène. J'espère que tu as apprécié. Beaucoup, comme toujours. À bientôt. Merci. Merci d'avoir suivi FinScale. Abonnez-vous à la newsletter sur Substack pour ne rien manquer des dernières innovations. Retrouvez aussi le podcast en audio sur toutes les plateformes d'écoute et en vidéo sur YouTube. À très vite avec Solène Niederkorn.